clairement dit aux gens que je comprends qu'ils ont tous beaucoup d'expérience. Je viens sans expérience, mais qu'ils comprennent que celui qui m'a recruté n'est pas un idiot. Ils pensent qu'il y a quelque chose que moi je peux leur apporter. Et forcément, eux, ils ont énormément de choses à m'apporter. Mais comme dans un système de hiérarchie, et comme c'est moi le patron, évidemment, c'est comme ça que ça va être. Donc, il fallait tout de suite que je m'impose. Et au début, il y avait de la résistance. Mais bon, après, je pense qu'après 3-4 semaines, les choses sont rentrées dans. Je suis resté 2 ans et j'ai décidé de partir à Washington. Donc, je suis allé à Washington à la Banque mondiale. À la Banque mondiale, j'avais un poste assez. Et la raison pour laquelle les gens pensaient ça, c'était parce que pendant très longtemps, parce que la notation financière existe depuis 120 ans. Bon. Et elle a toujours paru comme quelque chose de mystérieux. Les 3 agences de notation financière ont créé un grand mystère autour de la notation financière qui était quelque chose qui pouvait être compris que par des initiés. Donc, mon idée, en fait, c'était de démocratiser la notation financière. Non seulement ça, mais de l'adapter à notre environnement, parce que quand je regardais les méthodologies d'analyse des agences internationales, je voyais que c'était complètement en décalage avec les réalités américaines. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez toutes les notations qui sont faites par les agences internationales, tous les pays d'Afrique étaient notés risques très élevés. Le seul pays en Afrique qui était risque, enfin, il y avait 2-3 pays qui étaient risque modéré. Il y avait un seul pays, ou du moins un seul pays, qui est toujours le seul pays d'ailleurs, à être risque faible, suit la base d'une notation en devises étrangères, c'était le Botswana. C'est le Botswana. Le Botswana, à cause du diamant, a des réserves de devises qui lui permettaient d'être à ce niveau-là. Donc on a créé une doctrine, c'était très difficile. Très difficile, pas parce qu'on n'avait pas de marché, hein, c'était pas ça le plus important, parce qu'on avait suffisamment de réserves pour pouvoir diminuer sur une certaine période, mais c'était la capacité, si vous voulez, de faire comprendre aux gens l'utilité de la notation financière et le bénéfice de la notation financière pour les entreprises africaines, pour les pays africains, pour l'utilité de se faire noter dans leur propre monnaie. Donc c'était ça le challenge. Le plus gros challenge, c'était ça. Et malheureusement, on est dans un environnement culturel où les gens sont très complexés. Très complexés dans ce sens où ils se disent c'est pas possible qu'un Ivoirien puisse créer une entreprise aussi sophistiquée. Donc la première question qu'on me posait quand je faisais des présentations aux membres du gouvernement africain ou à des grandes entreprises, on me demandait s'il y avait des blancs de mon capital. Donc, ça vous montre un peu l'état d'esprit triste dans lequel on est souvent. On se dit, comme c'est sophistiqué, s'il y a des blancs dedans, donc ça va fonctionner. S'il n'y a pas de blancs, c'est pas sérieux, et ça ne va pas fonctionner. Donc, moi, mon challenge, c'était pas de me plaindre, c'était pas de dire ah ouais, mais les Africains ne comprennent rien, ils sont complexés. Non. Mais ça, c'est vraiment la mauvaise approche. La bonne approche, c'est de prouver que vous êtes capable de faire ce que vous dites que vous pouvez faire et d'arriver justement à convaincre les gens de ce que vous pouvez faire. Et ça a été vraiment le plus gros challenge que je fais. C'était de convaincre les gens. Et comme je dis toujours, quand vous êtes dans un environnement et vous voulez faire un business, vous voulez faire vous voulez créer quelque chose, n'attendez pas que l'environnement s'adapte à vous. C'est à vous de vous adapter à l'environnement. Donc, c'est de comprendre comment fonctionne l'environnement et mettre en place une stratégie qui vous permet justement de dérouler votre business dans la mentalité de l'environnement. Et je vous parlais tout à l'heure de contexte. Donc, je me suis dit, donc, ce que ça veut dire que si c'est les Occidentaux qui disent aux Africains de donner plus de crédit, à ce moment-là, ils vont commencer à écouter ce qu'on dit. Et c'est là que j'ai commencé à mettre en place ma stratégie marketing. Et d'ailleurs, je me rappelle, vous m'entendez bien? Voilà, c'est mieux. Et je me rappelle qu'il y a une amie qui disait que j'étais un expert en communication. Et je crois que
ça touche mon sens. Hein. Je suis... Merci. Voilà, ça touche mon sens. Je suis allé à Paris, à France 24, et je lui ai expliqué à France 24, je lui ai dit, vous savez, je suis en train de partir aux États-Unis pour voir CNN. J'ai monté une agence de location financière en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire, et la vocation africaine, je l'ai créée en Côte d'Ivoire. Et c'est quelque chose de nouveau qui va révolutionner le marché des capitaux. Le marché des capitaux aujourd'hui au moins et dans l'Afrique subsaharienne en général. Et donc CNN m'a appelé pour discuter de ça, et ils vont certainement en parler à grande échelle. Est-ce que vous voulez que ce soit CNN qui en parle, ou vous voulez que ce soit France 24 qui en parle? C'est ça qu'on ne parle de l'esprit de communication, parce que j'avais pris rendez-vous avec CNN, mais CNN ne m'attendait pas nécessairement pour... Et donc ils m'ont dit, ah non, il s'agit de l'Afrique francophone, il faut que ce soit France 24 qui diffuse, pas CNN. Donc du coup, vous avez un intérêt à diffuser ça. Donc on a fait 2 émissions de 13 minutes. Vous savez qu'à la télé, 13 minutes, c'est énorme. 13 minutes, c'est juste énorme. Donc, absolument. On l'a fait en français et en anglais. Parce que CNN, parce que France 24 aussi est diffusé en anglais, donc on l'a fait en français et en anglais. Et ça a commencé à passer en boucle pendant une semaine. Et c'est marrant parce que je suis parti aux États-Unis quand même, et quand je suis revenu, et les gens ont commencé à m'appeler. Ces mêmes gens qui pensaient qu'on ne pouvait pas le faire ont commencé à m'appeler. Je savais pourquoi ils m'appelaient. Parce qu'ils ont vu et j'avais des coups de fil qui me disaient, ah petit frère, ton affaire, on dirait c'est sérieux. Hein. Mais ils ne me disent pas pourquoi ils me disent c'est sérieux. Je savais que c'était parce qu'ils avaient dit ça sur France 24. Donc du coup, ça devenait important pour moi. Mais tant mieux, moi je ne veux pas me plaindre, je commençais à capitaliser là-dessus. Donc on a commencé à faire des séminaires. Et je suis reparti aux États-Unis voir Standard & Poor's, une des 3 grandes agences. Et je leur ai proposé de faire un séminaire avec moi. Parce que je savais que l'idée de s'associer avec moi n'allait pas marcher, parce que bon, ils ne s'associent pas avec des startups. Donc je leur ai proposé de venir faire un séminaire avec moi, que moi je payais les billets d'avion, je payais le séjour, je payais tout. Ils ont trouvé que c'était assez audacieux, assez ambitieux. Et ils ont dit, ok, on vient, mais vous payez rien, on paye nous-mêmes. Ils sont venus, on a fait un séminaire ensemble. Ils étaient assez impressionnés de la façon dont on a déroulé notre méthodologie et comment on a transformé la méthodologie qui était déjà établie, on n'a rien inventé. Hein. Donc, comment on l'a adapté à l'environnement africain et comment on a introduit la notion de monnaie locale pour justement établir la qualité intrinsèque des entreprises et des pays. Et quand j'ai fini la présentation, il y avait peut-être une 40aine de personnes, quand j'ai fini la présentation, le directeur Afrique de Standard & Poor's qui était venu avec moi a dit, écoutez, je pense qu'on vous a tout dit. On ne va pas répéter la même chose parce que tout ce qu'il a dit, c'est ça la notation financière. Et nous sommes venus parce qu'on fait confiance à Greenfield. Moi, j'étais étonné qu'il dise ça parce qu'on n'avait pas parlé de ça avant. Et donc, je pense qu'ils ont apprécié la présentation. Ils avaient fait confiance à Greenfield. C'est pourquoi on s'associe à eux pour faire ce séminaire. Et tout est parti de là. Donc, tout est parti de là. On a commencé à faire des roadshows dans les pays. Ça nous a pris quand même 2 ans pour avoir le premier client. Et ce qui est tout à fait normal. Les agents de notation financière, généralement, ça prend 3 ans. Mais tout ça pour dire que, d'abord, quand on monte un business, c'est la persévérance. Quand vous êtes sérieux, quand vous faites un business, vous commencez un business, quand vous êtes sérieux, quand vous êtes focus, quand vous êtes déterminé, la probabilité d'échouer est nulle. Ça vous prendra le temps que ça prendra pour arriver à la vitesse de croisière, mais la probabilité d'échouer est nulle. C'est-à-dire que la force de la détermination, la force de la concentration en suivant, et surtout quand vous êtes convaincu que vous allez réussir, il n'y a rien qui peut vous empêcher de réussir. C'est juste une question de temps, vous savez, c'est une course de fond, c'est l'endurance, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. C'est pas qui arrive vite, c'est qui arrive. Et ça prend du temps, et on a eu notre premier
Notre premier client, c'était le port de San Pedro. Et je crois que c'est peut-être le lieu de vous raconter cette petite anecdote. J'ai vu le DG du port de San Pedro, à qui j'ai expliqué, c'était en 2009, parce qu'on a commencé en 2007, c'était en 2009. Je lui ai dit que la notation financière pouvait l'aider à révolutionner le port. Il m'a dit, bon, il ne voit pas pourquoi, il ne voit pas comment. Ça allait être très intéressant, mais bon, concrètement, il ne voit pas. Donc j'ai demandé, mais vous êtes sur quel projet en ce moment? Il me dit, je veux lever 900 millions avec la BAD, en don, pour financer une étude de faisabilité de l'extension du port de San Pedro. Donc je lui ai dit, vous faites noter. Je lui ai dit, j'ai commencé à discuter à la BAD, ça fait 9 mois, le plus marrant. Je lui ai dit, je vous promets que si vous faites noter, il vous donnera ces 900 millions. Il me dit, écoutez, c'est simple, voilà ce qu'on va faire. Vous me notez, s'il me finance, je vous paye. S'il ne me finance pas, je ne paye pas. Mais vous comprenez que dans les deux cas, je suis gagnant. S'il ne me paye pas, j'ai eu ma première notation, donc je peux capitaliser là-dessus. S'il me paye, je gagne 2 fois. Mais devinez qui a mis en place le système de gestion, le système d'évaluation de risque de contrepartie de la BAD? Ah ben c'est moi. Donc je sais exactement comment ça fonctionne. Donc je fais la notation, je lui donne le rapport mardi. Il fait partie du rapport mercredi, dans la journée. On l'appelle vendredi. On lui demande s'il peut passer à Tunis mardi. Il va à Tunis, il discute avec eux, et ils lui disent ok, on vous revient. Le vendredi d'après, on lui envoie un courrier, on lui dit le conseil d'administration a décidé de vous donner les 900 millions pour l'étude de faisabilité. Je pense que M. Zizé, on va essayer de faire un focus sur Bluefit. Déjà, vos employés. Quand on regarde sur le profil de Bluefit, on voit que c'est une équipe très jeune. Mais vous avez une vision. Est-ce que cette équipe est capable de pouvoir poursuivre cette vision? Alors, comment vous arrivez à les manager? Parce qu'en 2 ans, pas encore de clients, on peut être amené à désespérer, peut-être aller voir ailleurs. Là, on est sûr d'apprendre. Vous voyez? Donc, comment est-ce que vous arrivez à manager cette équipe? Écoutez, après les 2 ans, on n'était pas nombreux. Hein. Après les 2 ans, on était 2 ou 3. On était 3. Mais moi, je mise sur la jeunesse. Vous savez, on a un continent qui est très jeune. On a des jeunes qui sont très intelligents, qui sont très capables et qui ont besoin d'être guidés. Le type de manager que je suis, c'est je responsabilise les gens. C'est-à-dire que je suis pas, je donne pas des, je fais pas du babysitting. Quand vous venez à Bloomfield, vous êtes sûr que dès que vous rentrez, on vous laisse vous débrouiller. On vous forme, mais après vous débrouillez. C'est-à-dire que l'idée de les responsabiliser les fait mûrir très vite. Ce que je fais, quand j'ai commencé à voir les managers, ils sont tous jeunes, la moyenne d'âge à Bloomfield, c'est quoi, 26 ans. Ok? Nous sommes à peu près une trentaine aujourd'hui. La moyenne d'âge, c'est 26 ans, et 65% des staffs sont des femmes. Je vous dirai pourquoi. Après, Si on l'a constaté. et en réalité, si vous voulez, c'est ce que je fais, je vous donne un projet. Je voyageais beaucoup à l'époque, enfin, je voyage toujours beaucoup, et je pars, et je sais que vous allez m'appeler pour me poser des questions sur le projet. Vous m'appelez, je ne décroche pas. Mais vous êtes obligé d'avancer, vous êtes obligé de trouver des solutions. Je ne décroche pas. Vous m'appelez, je ne décroche pas. Mais vous savez que quand je reviens, vous devez me donner le projet. Et quand je reviens, enfin, si vous voulez, il y avait des erreurs à corriger, je corrigeais, et finalement, ils ont commencé à arrêter de m'appeler. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on arrête de vous appeler, ça veut dire qu'ils sont devenus indépendants. Ils sont devenus rapidement indépendants. Et aujourd'hui, on a des staffs qui sont complètement indépendants. Je me rappelle, il y a quelques semaines, j'étais dans mon bureau, et de mon bureau, je vois la lagune. Donc j'étais à mon bureau en train d'observer la lagune, et il y avait ma directrice de projet qui était derrière moi. Elle est rentrée, elle s'est arrêtée, elle n'a rien dit. Et donc pendant 10 minutes, je pense qu'elle était là. Et après, je me suis retourné, et j'ai dit, mais ça fait combien de temps que tu es là?
Elle me dit, ça fait 10 minutes. Je lui dis, mais pourquoi t'as pas parlé? Elle dit, non, j'étais juste en train de vous regarder et j'étais en train de me dire que vous êtes devenu un vrai PDG. Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle dit, ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire. Vous avez tellement délégué qu'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à faire. Et c'est ça, justement, le succès d'un manager. C'est arriver à un moment où vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à faire. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez des staffs, mais vous n'avez plus rien à faire. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je vais dans des conférences. Donc, tout mon travail, c'est aller dans les conférences, discuter, négocier les contrats, me balader. Et puis, les gens travaillent aussi bien parce que aujourd'hui, je pense que non seulement on a atteint la vitesse de croisière, mais on est devenu ce que j'appelle une entreprise full-fledged, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise qui est soutenable. Soutenable dans la mesure où, si un jour je ne suis pas là, la compagnie continue. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de moi. On a mis en place une structure qui fonctionne toute seule. Et c'est ce que devraient ambitionner tous les chefs d'entreprise, tous les gens qui montent une entreprise, c'est d'arriver à un niveau de soutenabilité où vous êtes rassuré que votre entreprise va vous survivre. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on crée si vous voulez, c'est comme ça qu'on bâtit des empires. C'est-à-dire que le seul maître à bord, quand il y a une seule personne qui décide tout, quand cette personne n'est plus là, eh ben c'est la décadence. Donc c'est ça, c'est pourquoi vous avez des jeunes, parce qu'ils sont dynamiques, ils ont beaucoup à prouver, ils sont très bons, il faut juste les coacher, il faut juste les guider, les responsabilités, et après, à les responsabiliser, après, vous voyez, ça marche tout seul. D'accord. Donc, si on récapitule, au début, c'était difficile. Les marchés venaient lentement, mais après, on se rend compte que il y a le premier client, c'est le déclic. Alors, au moment où Bloomfeed s'est stabilisé, il y a eu quand même des difficultés. Si oui, Enfin, c'est pas des difficultés. Enfin, je dis, il y a des challenges tous les jours. Hein. Les challenges, l'avantage, c'est que ce serait monotone s'il n'y avait pas de challenge. tout à fait. Donc, il y a des challenges que vous surmontez. Et nous, on le fait à l'américaine. Hein. On surmonte un challenge, on applaudit, on est content. On attend le prochain challenge. Donc, quand vous voyez un challenge comme une difficulté, si vous voulez, vous barrez vous-même la possibilité de résoudre. C'est-à-dire que c'est si, comme vous dites, il y a un problème, et puis vous vous asseyez, vous attendez. Non, mais s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution, sinon ce n'est pas un problème. Maintenant, il s'agit de s'asseoir et de réfléchir à la solution. J'ai toujours dit à mes staffs, ne venez jamais me parler de problème si vous n'avez pas la solution. Si vous n'avez pas la solution, vous démerdez, mais vous venez jamais chez moi, parce que celui qui rentre dans mon bureau, je suis très strict. Hein. Vous rentrez dans mon bureau, vous me parlez de problème, vous n'avez pas la solution, je vous vire parce que je n'ai pas besoin de vous. Vous venez me parler d'un problème, vous avez la solution. Vous me dites, voilà le problème, mais voilà ce que je suggère. Et on commence à discuter sur votre suggestion. Le problème, je m'en fous. Enfin, vous êtes payé pour résoudre des problèmes, pas pour venir me donner des problèmes, sinon je n'ai pas besoin de Vous avez déjà eu à virer des staffs? Mon assistante est là, elle va vous dire, moi je rigole pas. Hein. Je dis, je suis très strict. Ce n'est pas de la solidarité, hein, c'est du business. Mais je peux vous virer le matin, le soir, je vous appelle pour aller boire une bière. Quoi. Ça n'a absolument rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Et je crois que c'est vrai qu'en Afrique, on a du mal avec ça. On peut être amis et puis ne pas travailler ensemble. Bon, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai un business. Mais si vous pouvez pas, si vous n'êtes pas compétent, mais pourquoi je vais vous garder? On peut continuer à être amis. Hein. Je peux même vous aider à trouver un autre boulot. Mais là, vous n'avez pas votre place si vous n'êtes pas compétent. Et c'est ce qui fait qu'on a des staffs aujourd'hui qui sont très compétents parce que justement, ils ont constamment cette pression-là de réussir et eux-mêmes, ils se challenge, ils s'auto-challenge, ils s'auto-forment. Parce que ce que je dis aux gens, c'est que aujourd'hui, on a tout sur Internet. Quel que soit ce que vous dites, comment fabriquer un rétroprojecteur, vous tapez, ça vous sort la méthodologie. Vous avez tout. Donc, il est inconcevable de rester là à buter sur les problèmes et attendre que quelqu'un vienne vous aider. Non, cette notion d'assistance, il faut sortir de ça. On ne réussit pas quand on est dans une logique d'assistance. On réussit quand on est dans une logique de chercher, de trouver et de prouver. Pendant les 10 années de Bloomfeed, y a-t-il eu un succès qui vous a le plus marqué? Un succès qui m'a le plus marqué, c'est, écoutez, c'est simple, hein, c'est maintenant, je suis arrivé à une vitesse de croisière où, je vous ai dit tout à l'heure, je négociais les contrats, mais en réalité, je les négocie sans les chercher, je ne les cherche plus. C'est les contrats qui viennent. Tout à fait.
Et ça fait plaisir parce que vous dites que vous êtes arrivé à un niveau de notoriété qui fait que votre notoriété seulement attire les gens. Vous n'avez plus besoin de convaincre les gens. Votre nom seulement les convainc. Et ça, c'est très important parce que il nous arrive même des fois d'avoir tellement de missions qu'on est obligé de ralentir les missions en réalité. Parce que bon, évidemment, on ne va pas recruter 50 000 personnes parce que la notation financière, c'est assez complexe. Quand vous recrutez quelqu'un, ça prend 6 mois pour le former, pour le mettre à niveau, quoi, en réalité. Parce que entre les missions, coacher et tout ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où ce à quoi on est en train de penser maintenant, c'est commencer à ouvrir des bureaux un peu partout. On a on a déjà le Cameroun. On est en train de, on a été agréé au Rwanda il y a 2 ans. On va ouvrir au Rwanda. Le premier trimestre 2019, on ouvre au Sénégal. Et nous sommes en train d'ouvrir une succursale aussi, enfin, penser à ouvrir une succursale avant la fin de l'année prochaine à Londres. Parce qu'on a 2 clients à Londres et on a un département qui fait de l'intelligence économique. Et on a commencé à comprendre l'utilité d'avoir une structure d'intelligence économique africaine en Europe qui justement permet aux investisseurs qui viennent sur le continent d'avoir les bonnes informations. Pas nécessairement les informations positives, hein, mais les bonnes informations. Un investisseur, il veut avoir la latitude de choisir. L'information peut être mauvaise, mais ça veut dire qu'il y a peut-être un bon retour sur investissement. Donc, et c'est ça la logique. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'être déjà la première agence de notation financière panafricaine, mais surtout la première source d'informations analysées sur le continent. Et quand on regarde votre parcours, on se rend compte de quelque chose. Déjà, d'abord, commencer jeune. Et après 10 années, Bloomfield se positionne, la Côte d'Ivoire, la confiance et tout. Et votre positionnement marketing. Forbes, il y a aussi le magazine Esprit. Ça répond à quoi? C'est pour maintenir la confiance ou bien c'est purement du marketing? Je vous explique. Vous savez, pour les couvertures, c'est pas vous qui demandez qu'on mette sur les couvertures. D'accord. On vous propose. Et pourquoi les gens vous proposent d'être sur les couvertures? C'est parce qu'ils estiment que vous avez atteint un niveau de notoriété qui permettra de valoriser leur magazine. C'est pas le contraire. C'est pas Forbes qui me valorise. Non, c'est Forbes qui pense que moi je vais valoriser le magazine. C'est différent. Donc, je suis pas allé voir Forbes, je suis pas allé voir Esprit Magazine, je suis pas allé voir l'émergence économique. Non, c'est les gens qui pensent que vous êtes arrivé à un certain niveau, et ils ont envie. Si vous voulez, c'est une situation de win-win. Ils se disent, on va l'exposer, mais l'exposer nous expose également et ça nous arrange. Donc, on est dans une logique de business là. Hein. Personne ne fait ce genre de choses de façon gratuite. Hein. Voilà. Donc, et comprendre aussi que le marketing, c'est un processus continu. C'est pas bon, on atteint la vitesse de croisière, on se la coule douce. Non, il y aura forcément de la compétition, il y aura forcément des gens qui vont venir après. Et puis bon, je veux dire, c'est un business, ça continue, il y a de l'innovation, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Aujourd'hui, on communique énormément sur les produits que nous sommes en train de développer, de nouveaux produits. Là, on va sortir le département d'analyse économique et financière et on fait une entreprise en stand-alone, une entreprise de services d'intelligence économique. Donc, je veux dire, on a toujours des projets, on essaie d'avoir une plateforme informatique, technologique comme Bloomberg. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire. Donc, évidemment, ça continue, quoi. Ouais. Et dans le cadre des projets, vous avez créé une entreprise qui s'appelle Blueprint. Yep. Et elle est gérée par votre épouse. On va rentrer un peu dans le cadre de la famille. Vous voyez que dans le conseil d'administration de Bloomfield, votre épouse est présente. Vous créez Blueprint, votre épouse est la directrice générale. En plus d'être la directrice générale de Reflet Consulting, on a pour habitude de dire qu'il ne faut pas associer la famille au business parce que c'est pas la même motivation, c'est pas la même vision. Et qu'est-ce qui vous a motivé à positionner votre femme dans vos différentes entreprises? Mais vous savez, quand on vous dit famille, enfin, je ne suis pas sûr qu'on parle de la femme, hein,
parce que vous choisissez votre femme, si elle n'a pas la même vision que vous, je ne sais pas ce que vous faites avec elle. Écoutez, je pense que, si vous voulez, le mariage, c'est un contrat social. Ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais moi, je le vois comme un contrat social. Le succès d'un mariage, c'est pas l'amour, hein. L'amour, c'est un bonus. Le succès d'un mariage, c'est que vous choisissez un partenaire qui a la même vision que vous. Quand je dis vision, c'est en termes d'investissement, en termes d'éducation des enfants, en termes de choix d'habitation, enfin, que vous voyez dans la même direction. Les gens qui restent 50 ans ensemble, ce n'est pas parce qu'ils s'aiment pendant 50 ans. Enfin, il faut que les gens réalisent ça, hein. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas partenaire, vous n'allez pas réussir. L'amour, c'est très bien, c'est joli, c'est mignon et tout ça, mais c'est un bonus. L'amour, c'est pas le socle de mariage, ça peut pas être le... Il y a des gens qui s'aiment très fort qui divorcent, hein. Et ça, vous le savez. Absolument. Yeah. Que quand vous montez un business, si vous voulez, la personne qui devrait vous soutenir, si votre épouse ne vous soutient pas, la probabilité que votre business réussisse est très mince. Très, très mince. Je ne suis pas sûr que votre mère soit celle qui prie le plus pour vous. Je pense que c'est votre épouse qui prie le plus pour vous parce que si vous échouez, elle échoue. Donc, dans cette logique-là, j'ai une épouse qui est très intelligente, qui est très capable et qui m'a toujours soutenu dans tout ce que je fais d'ailleurs. Et nous, notre logique dans ma famille, enfin ma femme et moi, c'est que chacun tire l'autre vers le haut. Et on s'est dit que l'intérêt de l'autre va susciter, enfin, si vous voulez, si je m'intéresse à ses intérêts, elle s'intéressera à mes intérêts. Okay? C'est-à-dire que son bonheur fera mon bonheur. Donc, on est dans cette logique-là de partenariat. Et je dis, je ne l'ai pas mise dans le conseil d'administration parce qu'elle est mon épouse, non, parce qu'elle est très intelligente et parce qu'elle me challenge. Dans le conseil d'administration, elle est la seule administrateur qui me challenge, quoi. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça me ramène un peu sur terre. Et ça, c'est très important parce que vous savez, malheureusement, vous atteignez un certain niveau et vous pensez que vous êtes trop fort. Il est important qu'on vous ramène sur terre. C'est très important. La nature n'aime pas le vide. Tant qu'on ne vous arrête pas, vous avancez. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit, bon, on se calme, c'est pas parce que tu es le PDG que on va faire tout ce que tu dis. Ça, moi, je contacte. D'ailleurs, je veux savoir, cette dépense, elle vient d'où? Et ça, je trouve ça très intéressant. Et c'est en ça que c'est très important. Et la raison pour laquelle est DG de Blueprint, la raison pour laquelle on a créé Blueprint qui est une filiale de Bloomfield. Vous savez, quand votre business arrive si vous voulez, à vitesse de croisière, il faut penser à la diversification. Et généralement, quand on parle de diversification, on veut diversifier dans quelque chose qui consolide le cash. L'immobilier, c'est du cash business. Okay? Mais nous sommes dans une logique d'immobilier de luxe. Okay? Comme on a cette même vision du luxe, cette même vision, moi je suis un grand artiste. J'adore, je n'ai pas d'architecte. Hein. On construit les immeubles, on n'a pas d'architecte. Moi je dessine et je demande à un ingénieur de le mettre en plan et un bureau d'études de faire l'étude béton. Et je suis le chantier moi-même, je le modifie au fur et à mesure parce que pour moi, une construction, c'est si vous voulez, c'est un peu une transposition de vous-même. Okay? On a cette même vision-là. Donc évidemment, qui dirige Blueprint, ça veut dire qu'ensemble, on va certainement créer des choses extraordinaires. Vous verrez, les immeubles qu'on construit, ils sont assez... non seulement ils sont luxueux, mais ils sont assez différents de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est déjà intéressant. Et parmi nos invités, comme je disais tout à l'heure, il y a des jeunes, des chefs d'entreprise qui viennent de démarrer, mais qui ont envie de comprendre un certain nombre de choses. Vous voyez, aujourd'hui, les startups ne sont pas suffisamment accompagnés. C'est dans ce cadre que quand je discutais avec vous, je disais qu'il fallait parrainer éventuellement une startup, ce que nous allons faire tout à l'heure. Mais aujourd'hui, quand les banques ne veulent pas accompagner ces startups et quand ils ne sont pas suffisamment conseillés par ceux qui sont, je veux dire, chefs d'entreprise qui ont déjà l'expérience, ça bloque beaucoup de processus. Aujourd'hui, vous êtes un chef d'entreprise qui est passé par toute
je vais dire, toutes ces difficultés, et vous êtes en face d'eux, et qui sont chefs d'entreprise. Vous, quel est le conseil que vous avez à donner dans la dynamique de leur entreprise? La première chose, c'est vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre pour le succès de votre entreprise. Enfin, c'est vous qui avez dit que vous pouvez être entrepreneur. Personne n'a dit que vous pouvez être entrepreneur. Enfin, c'est ça, c'est ce que les jeunes devraient comprendre. Quand tu décides, toi, d'être entrepreneur, mais tu ne peux pas reprocher aux autres de ne pas t'assister. Enfin, il y a un problème là. Oui, Non, attends, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que dès l'instant où tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui va faire le succès de ton entreprise, tu as échoué. Je suis peut-être très dur, mais je crois que c'est important de dire ça aux jeunes qui s'engagent, de savoir que vous avez décidé. Vous savez, si vous voulez, l'élément le plus difficile quand on entreprend, c'est de décider d'entreprendre. Dès l'instant où vous avez décidé, vous avez déjà réussi. En réalité, ça peut vous paraître curieux, mais la banque ne viendra à vous que si vous représentez un intérêt pour elle. Mais pourquoi elle va venir à vous si vous ne représentez aucun intérêt? Mais le rôle de la banque, ce n'est pas de distribuer l'argent et de faire de la solidarité. Non, c'est du business. La banque investit parce qu'elle aura un retour sur investissement. Donc, vous ne pouvez pas dire que la banque n'assiste pas les gens. Non, le rôle de la banque, c'est de prêter. Donc, si elle ne vous prête pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, n'accusez pas la banque. Regardez vous-même. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir attractif pour une banque? Mais ne dites pas les gens ne m'assistent pas. Mais pourquoi ils vont vous assister? Est-ce qu'ils ont dit que vous êtes capable d'être entrepreneur? Non, il faut sortir de cette logique d'assistance. Et c'est malheureusement ce qui plombe tous nos jeunes qui entreprennent. Parce que pour eux, il faut que quelqu'un vienne les aider. L'État, ce n'est pas son rôle d'aider les gens. Le rôle de l'État, c'est de créer un cadre qui permet à chaque citoyen de créer sa propre opportunité. Vous pouvez, si vous voulez reprocher quelque chose à l'État, reprochez ça. Reprochez, dit, vous n'avez pas créé le cadre. Voilà. Mais vous ne pouvez pas dire à l'État, vous ne m'avez pas assisté. Non, mais ce n'est pas ça le rôle de l'État. Et il est important de dire la vérité aux jeunes et de leur dire, quand vous avez décidé d'entreprendre, si vous voulez, le seul facteur bloquant de votre succès, c'est vous-même. Si vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui doit vous aider, vous avez échoué. Vous devez trouver des mécanismes, c'est-à-dire que vous devez réfléchir à comment je fais pour faire le minimum de sorte à ce que je sois attractif et que je commence à attirer la convoitise des gens et des banques, des éventuels investisseurs. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes entrepreneur, vous ouvrez une entreprise et vous vendez des oranges. Vous dites, moi je suis entreprise Abidjan Orange. Voilà, je vends des oranges. Voilà. Et vous venez me voir, vous me dites, Monsieur Zézé, je vends des oranges, je veux que vous achetez des oranges. Vous achetez mes oranges pour me permettre de booster mon business. Je dis, ouais, pourquoi pas. Écoutez, montrez-moi vos oranges. Et vous m'envoyez des oranges qui sont pourries. Enfin, vous voulez que moi j'achète des oranges pourries pour m'intoxiquer et vous avancez dans vos business? Non, ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire que vous devez avoir un business qui attire les gens. Vous devez, la première personne sur laquelle vous devez compter quand vous montez un business, c'est vous-même. C'est-à-dire que c'est vous-même. Parce que vous avez décidé d'être entrepreneur. Donc, ça veut dire que vous avez réfléchi avant de dire que vous êtes entrepreneur. Il ne faudrait pas que ce soit un effet de mode. Vous savez, c'est pourquoi je dis aux gens, c'est plus difficile d'être entrepreneur que de chercher du boulot. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand vous décidez d'entreprendre, c'est parce que vous ne pouvez pas trouver du boulot que vous décidez d'entreprendre. Non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une alternative, c'est une vocation. Okay? Donc, quand vous faites le minimum, vous savez, dans le cycle de l'entrepreneuriat, le financement représente que 20%. Et les 20%, les derniers 20%, pas les premiers 20%, les premiers 80%, c'est le projet lui-même, son intérêt, okay, le besoin qu'il va combler, la structuration, votre vision, les gens avec qui vous voulez travailler. Quand vous avez mis tout ça et l'argent que vous-même vous mettez dedans, parce que même si vous avez un projet de 1 milliard, mais si vous commencez avec 5 millions, commencez avec 1 million. Avec 1 million, vous commencez quelque chose. Celui qui vient vous faire confiance, si c'est que vous-même vous n'avez rien mis dedans, mais pourquoi voulez-vous que lui mette son argent pendant que c'est votre projet, vous-même vous n'avez rien mis? Enfin, vous comprenez, ça me paraît un peu curieux, ok? Si. Ouais. Très bien. Alors, nous avons parcouru les différents points
Alors, nous allons laisser la possibilité aussi aux participants de vous poser des questions, d'accord? Et il faut dire que vous êtes suivis par les internautes. Ok. Donc, nous aurons aussi l'occasion de vous prendre les questions des internautes. Et puis, voilà. Donc, Peut-être avant oui. même qu'on pose des questions, je voulais dire juste une chose sur les startups. Hein. D'accord. Je voulais dire aux startups et aux ceux qui ont décidé de monter une entreprise, il n'y a pas une aventure plus excitante que ça. C'est-à-dire que quand vous décidez d'entreprendre, considérez que vous êtes parmi les meilleurs. Mais si vous considérez que vous êtes parmi les meilleurs, il faut prouver que vous êtes parmi les meilleurs, que vous êtes parmi les meilleurs. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que votre challenge quand vous montez une entreprise, c'est de dire, je veux l'emmener à un niveau moi-même où je pourrais être fier de l'avoir envoyé à ce niveau et maintenant attirer les investisseurs, attirer les... Et c'est pourquoi c'est important de se faire conseiller. Et moi, je vous ai répondu, je suis tout à fait partant pour conseiller tous les start-upers qui veulent venir pour qu'on discute. J'en ai conseillé déjà qui ont monté leur entreprise, qui sont des entreprises à succès aujourd'hui. Et j'en suis fier d'ailleurs. Parce que je leur ai tenu le même discours. Quand on me dit, ah, vous nous aidez pas, vous les grands frères, je dis, mais moi, d'une, je te connais pas, de deux, je t'ai pas dit de monter une entreprise. Si tu as monté une entreprise, c'est parce que tu penses que tu as la capacité de... Par contre, je peux te dire ce que je pense qu'il faut faire pour réussir. Ça, je peux te le dire. Mais me dire que je t'aide pas, enfin, je veux dire, c'est pas ça mon... Nous allons essayer de créer un cadre beaucoup plus intéressant avec les différentes startups qui ont déposé le carte de visite, échanger avec eux, donner les conseils. Nous allons créer un cadre beaucoup plus intéressant après notre échange. Voilà. Donc, nous allons vous laisser la parole afin que vous puissiez poser vos différentes questions. Monsieur Stanislas Zézé est là. C'est quelqu'un qu'on n'a pas tout le temps. Donc, je pense qu'on doit profiter. Pour ceux qui veulent poser les questions, il y a un micro qui est disponible. Hein. Voilà. Vous venez, vous vous présentez et vous posez votre question. Voilà. Nous allons commencer par une première série de 3 questions. Pour ceux qui sont intéressés à poser les questions. Auquel cas, on prendra les questions des internautes. Voilà. Venez. Voilà. Présentez-vous et posez votre question. On est dans le BTP. Je suis avec intérêt votre intervention. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous avez commencé avec Bloomfield et après vous avez eu d'autres filiales. Ce que je voulais savoir, un start-upper qui veut commencer, mais ne pas se mettre sur un seul produit, mais plutôt il fait la stratégie de pas possible plusieurs livres à la fois, mais il se dit que vu que dans son projet à un moment de son projet, il ambitionne poursuivre, enfin, il ambitionne d'autres domaines, s'étendre dans d'autres domaines, il préfère commencer dès maintenant en commençant par ces domaines-là et il apprend de ses erreurs et arrivé à un moment, il est assez mature dans son business pour pouvoir exceller dans les différents domaines dans lesquels il ambitionnait se positionner. D'accord, vous voulez que je reparle en même temps? Non, Est-ce qu'il est veux là? savoir, est-ce qu'une telle stratégie, Ouais. elle est viable ou il faut plutôt se caler sur un seul produit, sur un seul domaine et après s'étendre? Non, je pense qu'elle n'est pas viable. Je préfère vous dire ça très clairement, elle n'est pas viable parce qu'en réalité, quand vous montez un business, ce qui est important, c'est d'établir votre marque, c'est d'établir votre notoriété. OK? Et vous devez vous concentrer sur un seul lièvre, justement. C'est une fois que vous avez établi votre notoriété, que vous avez atteint la vitesse de croisière, que vous pouvez penser à diversifier, soit en produit, soit en entreprise. Sinon, vous commencez 5, 6 entreprises, 3 entreprises en même temps, ou 3 choses en même temps, la probabilité d'échouer, la probabilité de réussir, elle est nulle. Et l'expérience l'a montré. Il faut être concentré, il faut être focus sur un seul projet. Une fois qu'il arrive à maturité,
vous avez établi votre notoriété. Il faudrait qu'on vous connaisse pour quelque chose. Si vous vous appelez, je ne sais pas moi, Ralph Lauren compagnie, il faudrait que quand on dit Ralph Lauren compagnie, si vous faites de la construction, on pense tout de suite à la construction. Ou quand on pense à la construction, on pense à vous. Une fois que vous avez atteint ce niveau-là, à ce moment-là, vous pouvez vous diversifier dans des produits connexes ou dans des dérivés de la construction ou de faire autre chose carrément. Mais comme on vous connaît déjà pour quelque chose, ça donne systématiquement du crédit à ce dans quoi vous commencez. Et la probabilité que ce soit un succès rapidement est beaucoup plus grand que si vous commencez 50 choses à la fois et puis finalement on ne sait pas ce que vous faites. Je vois des jeunes entrepreneurs à qui je dis ça, je dis ben, finalement vous faites quoi, vous faites du nettoyage, vous vendez des ordinateurs, vous distribuez des oranges, enfin vous faites quoi finalement? On vous connaît pourquoi? Euh, Et la bonne stratégie, c'est de mourir. Voilà. Voilà. On peut revoir le micro, monsieur Zézé. La prochaine question, s'il vous plaît. Aucune question n'est stupide. Hein. La question stupide, c'est celle qui n'est pas posée. Le micro. Voilà. Vous présentez votre activité et vous posez votre question. Vous avez... Bonsoir, monsieur Zézé Stanislas. En Bonsoir. fait, moi, c'est monsieur Jean-Claude Animel. Je suis start-upper. Je suis actuellement en train de piloter un projet industriel, en fait, dans l'agroalimentaire. J'aimerais savoir quelque chose. Vous venez de dire tout à l'heure, par vos conseils, il y a eu des startups qui ont un succès. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des noms, en fait? Les noms des start-upers qui ont réussi. Ok, vous connaissez Butterfly? Non. Hein? Ici en Côte d'Ivoire ou... Non, ici en Côte d'Ivoire. Et je crois que, je peux vous donner je pourrais peut-être vous donner après les numéros de téléphone et les adresses pour que vous pouvez peut-être parler avec eux et voir comment ils ont mis en application ces conseils-là. Butterfly, c'est une demoiselle là, qui a créé une structure de coaching, donc qui est venue me voir et qui se plaignait qu'il n'y avait pas de soutien des aînés pour les guider à comment structurer leur entreprise, comment réussir. Et je lui ai dit, mais bon, les aînés ne vous doivent rien du tout, quoi. Je crois que si vous venez demander un conseil, demandez-le. Et on a commencé à discuter, on a eu des séances de coaching et j'ai plus entendu parler d'elle pendant un moment. Et ensuite, j'ai vu qu'elle a commencé à faire des choses extraordinaires. Elle m'a même invité une fois à une de ses conférences et qui était très bien organisée, qui était un super succès. Et je trouvais que c'était extraordinaire.
Je savais pas si que c'était moi la cause de son succès, mais elle a fait un jour un témoignage et bah, je me suis rendu compte que c'était mes conseils qu'elle avait suivis. Donc je crois que pour moi, c'est très 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 important de se rapprocher de personnes qui ont commencé des projets et qui ont réussi et qui peuvent vous donner des conseils. Mais là, vous me dites, vous dirigez un projet. Est-ce que ça veut dire exactement? Vous avez créé une entreprise et En constitution, en fait. Je suis dans un cabinet ici d'incubation et on travaille sur une start-up qui va débuter, je crois, lundi 13. Voilà, parce que là, j'ai formé des amis, j'ai donné mes directives, ils ont respecté, donc ça va. Maintenant, là, moi, je pose sur mon projet personnel en fait, dans l'industrie. Voilà. d'accord, vous avez un projet, vous avez coaché des gens et maintenant vous bossez sur vos projets personnels. Mais l'autre projet, c'est le projet à qui? C'est pratiquement arrivé à terme. En fait. Un projet arrivé à terme, c'est-à-dire? Le lundi 13, je crois. Ouais. Je suis avec deux partenaires. Donc le lundi 13, puisque c'est partenaires. Moi, je suis juriste de formation, en fait. Ouais. Et eux, ils bossent, au fait. Et ils ont certaines activités. Donc c'est moi qui ai piloté, parce que j'étais au cœur de... Et là, vous avez créé l'entreprise? C'est pratiquement fini. Bon, alors, le 13, qu'est-ce qui se passe? Le 13, au fait, on procède, on apprête d'abord l'esprit des gens dès le 8, via les réseaux sociaux et autres. Et puis, le 13, on lance. Vous lancez, la société est créée, vous la lancez? Vous n'avez pas encore créée. Elle n'est pas encore créée. En fait. Donc vous lancez quoi exactement? En fait, nous sommes dans la livraison. Non, vous lancez quoi le 13? Enfin, je veux comprendre parce que je suis un peu confus. Ah, ok. Je suis un peu confus. Vous me dites le 13, vous lancez. Vous avez créé une entreprise qui a un projet que vous allez commencer à marketer à partir de lundi, ou vous allez marketer le produit et ensuite créer l'entreprise? Au fait, à partir du lundi 13, on commence à offrir notre service, au fait, voilà, aux futurs clients. C'est un peu ça. Le lundi 13, au fait, c'est la start-up qu'on lance. Voilà. D'accord, ok. Moi, je suis toujours confus. Hein, parce que Ah bon, hein? Ok, c'est qu'après, non, on peut en parler tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Merci de l'encourager, s'il vous plaît. Je pense que c'est pas du tout facile. Oui, vous voulez poser une question? D'accord. Venez. Oui, après on vous prend. D'accord. C'est Monsieur Silué, n'est-ce pas? Bonsoir à tous. Déjà remercier le conférencier M. Cézé. Merci de nous avoir donné de plus amples détails sur votre parcours. Nous avions quelques brins. Et personnellement, par ces quelques brins, j'ai fait de vous mon modèle. Merci encore d'avoir assisté à notre cérémonie de lancement le 1er juin à la maison d'entreprise. Je suis M. Silué, le directeur de la start-up Locatis. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il ne faut pas compter sur autrui lorsque vous voulez entreprendre. Je partage entièrement votre analyse. Vous avez expliqué que le financement représente 20%, pas les 20 premiers, mais les 20 derniers. Mais je voulais que vous nous donniez quelques conseils sur ces 20 derniers pourcents, parce qu'en fait, vous avez la fougue, vous avez la volonté, vous avez structuré votre business, vous avez commencé à fonctionner, mais à un moment donné, pour atteindre une certaine vitesse de croisière en tant qu'une start-up, vous avez besoin d'un financement. Et ce financement, parfois, fait peur à nous autres jeunes entrepreneurs, peur de faire phagocyter, peur de perdre le contrôle du business. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cet aspect? Et la deuxième question, j'ai envie de dire, l'histoire retient ceux qui ont réussi. Beaucoup ont essayé comme vous, ils ont sûrement, en fait, certains ont échoué, on ne les connaît pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément, comme information, comme conseil pour ne pas échouer? Voilà. D'accord. Ou quand on échoue, comment on reprend? Voilà, merci. Voilà. Merci, M. Soulou. Et puis félicitations pour Locatis, hein, parce que c'est une entreprise qui répond à un besoin, qui a un besoin réel. Hein. Et vous savez, comme je dis, c'est-à-dire que quand vous arrivez à accomplir ces 80%, ça veut dire que vous êtes structuré. Maintenant, le financement sera la partie la plus facile finalement. Mais il y a une chose que vous devez comprendre en tant que chef d'entreprise. On ne se fait pas phagocyter
quand on ficelle bien, si vous voulez, l'ouverture de son capital, parce que c'est de ça que vous parlez. L'ouverture de capital, aujourd'hui, vous avez des fonds d'investissement. OK? Et je crois que cette crainte-là peut être atténuée par l'ouverture de son capital à travers un fonds d'investissement. Parce que le fonds d'investissement, il y a deux avantages significatifs. Le premier, c'est que le fonds d'investissement n'a pas vocation à rester. Ils sont là pour une période de moyen terme, généralement entre 5 ans et 10 ans. Généralement, c'est 5 ans. 10 ans, c'est s'ils sont dans une logique de développement. Donc, ils ne vous prêtent pas l'argent, ils rentrent dans votre business, donc ils prennent les mêmes risques que vous. Si la société se plante, vous ne leur devez absolument rien. Donc, vous imaginez, s'ils mettent leur argent dans votre business, ils s'arrangeront pour que votre business réussisse. Parce que c'est seulement si vous devenez bénéficiaire que eux, ils pourront sortir avec plus de cash. Donc, ils n'ont pas vocation à reprendre votre entreprise. Et d'ailleurs, comment vous ficelez ça? C'est quand tu dois rentrer dans votre capital, dans le contrat d'associé, vous rassurez que, de toute façon, vous rassurez d'être celui à qui on va proposer les actions avant de sortir, que de le proposer à quelqu'un d'autre. C'est si vous ne pouvez pas racheter les actions, à ce moment-là, ils proposeront soit à quelqu'un d'autre ou une sortie sur le marché. OK? Ça, c'est la première chose. Donc, ça, vous ne risquez pas de vous faire phagocyter, si c'est ça votre crainte. Maintenant, si vous avez des partenaires qui ont vocation à rester avec vous, il faut bien ficeler votre contrat d'associé pour vous rassurer qu'à un moment donné, leurs actions ne peuvent pas être la majorité. Parce que si c'est la majorité, ils pourront prendre des décisions d'augmenter le capital, par exemple. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas. Le capital, si vous ne pouvez pas suivre, ça vous dilue, et puis après, on vous met à la porte. Donc, c'est de mettre en place, il y a des gens qui peuvent vous conseiller pour ça, des juristes, de faire de sorte à ce que dans votre contrat d'associé, vous ne retrouvez pas un jour minoritaire. Maintenant, les banques. Les banques, c'est le plus facile. Elles vous prêtent et vous remboursez. Mais quand vous arrivez à ces 80%, généralement, vous devenez attractif pour les banques. OK? Et évidemment, pendant ces 80%, vous avez établi une relation avec la banque. Vous avez montré à la banque excusez-moi. Vous avez montré à la banque que vous avez des flux. Parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez à ces 80%, vous avez quand même quelques clients. Même s'ils ne sont pas beaucoup, le fait d'avoir eu des clients montre que vous êtes capable de faire ce que vous avez dit que vous savez faire. Vous avez atteint une certaine notoriété. Et ensuite, ça devient plus facile de discuter avec les banques. Parce que quand une banque s'assoit avec vous pour discuter, il y a deux choses. Elle veut savoir si vous, en tant que porteur de projet, vous êtes capable de porter vraiment ce projet-là. Elle veut savoir si vous n'êtes pas quelqu'un qui a une vision à court terme, qui veut prendre l'argent et puis commencer à acheter des voitures. Donc, la partie qualitative, quand vous êtes une jeune entreprise, est très importante dans l'évaluation des risques pour une banque. Elle va regarder votre potentiel à moyen terme et votre potentiel à long terme. Quelle est votre capacité de générer du cash flow? Donc, mais quand vous arrivez normalement à ces 80%, vous devez avoir tout ça. Et après, c'est facile de se faire financer. Je dis ça parce que nous sommes passés par ça. Hein. Enfin, quand on a commencé Bloomfield, même 200 000 francs de découvert, on ne pouvait pas avoir. Ça a pris du temps, il fallait prouver. On a prouvé, on est arrivé à un moment où des banques nous proposaient des lignes de crédit. Et dès l'instant, et c'est comme ça que vous évaluez votre réussite d'ailleurs, quand on commence à vous proposer des lignes de crédit, ça veut dire que vous êtes arrivé à un niveau où vous êtes attractif et que vous représentez de moins en moins de risques pour la banque. Quand vous allez commencer, on va vous demander des garanties et petit à petit, on va vous demander moins de garanties. Ensuite, vous allez avoir des taux d'intérêt qui vont baisser parce que vous avez prouvé que vous êtes capable d'absorber, vous êtes capable de rembourser. Voilà, donc en gros, c'est ça. D'autres questions? Allez-y. Ouais. Non, je disais que... L'autre question, c'était quoi? Voilà, ceux qui ont échoué. En réalité, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de celui qui a créé Twitter. Celui qui a créé Twitter, avant de créer Twitter, il avait créé une autre entreprise. Okay? C'est en ça que l'esprit d'entrepreneur, et surtout cet esprit de vainqueur américain,
est très important. Et quand vous mettez dans une logique de gagnant, justement, vous avez cette capacité-là. Il a créé une entreprise, il est devenu milliardaire. OK? Il a commencé à vivre la vie d'Aloca, a commencé à dépenser, gaspiller sans compter. Il a tout perdu, il est devenu clochard. Bon, maintenant, quand il est devenu clochard, ils avaient deux choix. C'était boire, se laisser mourir. Il a dit non. Lui, il va redevenir milliardaire. C'était son challenge. Il a créé Twitter, il est redevenu milliardaire. Donc en réalité, ça veut dire que la volonté de réussir réside en vous. Et quand je dis ça, c'est très profond, c'est même spirituel. Parce que pour tous ceux qui croient, vous savez qu'on vous dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Donc quand vous croyez que c'est Dieu qui a créé le monde, que c'est Dieu qui a créé tout ce qui existe, mais si on vous dit que vous êtes créé à son image, qu'est-ce que vous ne pouvez pas réussir? Si vous croyez fortement à ça, vous pouvez influencer de façon positive ce que vous faites et réussir. C'est pourquoi je dis, quand vous avez décidé de réussir, ce n'est juste même pas possible pour quelqu'un de vous arrêter. Parce que vous avez cette force-là d'influencer votre projet jusqu'à la réussite. Parce que vous avez cette capacité-là. Si vous voulez, l'ennemi fondamental de l'entrepreneur, c'est le découragement. Une fois que vous êtes découragé, c'est vous seul qui vous découragez. Parce que les gens ne peuvent pas vous décourager. Ils vont suggérer des choses. Ils vont dire, mais attends, Siloué, qu'est-ce que tu as à t'emmerder à faire Locatis? Mais tu ferais mieux d'aller travailler pour Guillaume Kofi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens vont vous dire ce qu'eux, ils pensent qui est bien, mais ce n'est pas ça qui est bien pour vous. Vous êtes le seul qui sait ce qui est bien pour vous. Dans votre capacité à croire en votre projet, et c'est ça qui va vous faire réussir. Absolument rien d'autre. Et vous voyez que quand vous croyez fortement, tout se met en place. Vous êtes positif, vous travaillez. Il y a des challenges, personne n'a dit que c'était facile, sinon ce serait trop facile. Que ce soit Bill Gates, que ce soit Steve Jobs, que ce soit Dangote, tout le monde est passé par des périodes de challenge. Quand il y a un jeune qui a dit à Dangote, je veux être comme vous quand je grandis. Dangote lui dit, vous voulez être comme moi maintenant ou vous voulez être comme moi il y a 30 ans? Parce qu'il y a 30 ans, j'avais absolument rien. Évidemment, il ne veut pas être comme Dangote quand il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Mais quand quelqu'un réussit, on oublie. On pense que ça vient du ciel, il a claqué des doigts. Non. Vous voyez des success stories en Côte d'Ivoire, mais regardez derrière ce qui s'est passé. D'où ils viennent, comment ça s'est passé. Tout le monde passe par cette case challenge. Et c'est en ça que c'est extraordinaire quand vous réussissez. Parce que justement, vous savez d'où vous venez, vous êtes parti de zéro et vous arrivez à quelque chose. Et ça, c'est très important. Voilà. Merci. Je viendrai à vous. Merci, M. Siloué. Voilà, on va prendre quelques questions des internautes. Voilà la première question. Les banques sont les ennemis des startups. Elles sont en réalité le point d'échec de plusieurs, soit 20% qui ferment chaque 10 ans. N'y a-t-il pas d'autres solutions utiles pour contourner ce système? Ça, c'est la question d'un internaute. Mais je ne comprends pas trop. C'est-à-dire que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi quelqu'un d'autre est responsable de votre échec? Enfin, vous savez, c'est très facile d'accuser les autres. Ce qui est difficile, c'est de se dire responsable de ce que vous arrive. Parce que quand vous estimez que c'est les autres qui sont responsables de votre échec, enfin, il y a un gros problème. Non. Je veux bien qu'ils se disent, OK, c'est difficile pour une start-up de se faire financer par une banque. Je dois penser à quelle est l'alternative? Ça, c'est la bonne question. Je ne peux pas me financer par une banque. Il faut absolument que je me finance. Mais il faut que je commence à réfléchir à un autre système de financement. C'est ça. C'est-à-dire que malheureusement, beaucoup de start-upers, si vous voulez, optent pour la facilité. Ça, c'est la facilité. Dès qu'on a accusé quelqu'un d'autre, on peut se poser. De toute façon, moi, je vais commencer ma start-up, ça a l'air réussi, hein, mais c'est les banques qui ne financent pas. Enfin, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. On n'est pas sérieux, on ne peut pas réussir. Bien noté. Je suis en phase de lancement d'une start-up dans le domaine de la communication, précisément de la publicité. Quel conseil me donnez-vous?
Mais la publicité ou l'agriculture ou n'importe quel autre business, un business, c'est un business. C'est-à-dire que, comme je dis, et la publicité surtout, c'est dans un domaine assez compétitif, très compétitif d'ailleurs. Donc c'est de penser à quelque chose que les autres ne font pas. C'est-à-dire que vous venez sur le marché de la publicité, il y a 50 000 personnes qui le font dans ce pays. Vous dites, quelle est ma valeur ajoutée? Pourquoi les gens viendront chez moi et pas chez X, Y, Z? Si vous arrivez à trouver cette valeur ajoutée, vous avez un projet qui a des chances de réussir. Mais si vous allez venir faire ce que les autres font, mais pourquoi on viendra chez vous alors qu'eux ont déjà l'expérience, ils existent déjà? Donc c'est-à-dire que chaque nouveau business que vous créez, si c'est un business qui existe déjà, il faudrait que vous apportez une valeur ajoutée. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, un business doit répondre à un besoin. Donc c'est cette valeur ajoutée-là qui va faire que vous aurez un avantage sur les autres. Mais si vous venez faire la même chose, la probabilité de mourir, elle est très grande. Vous voyez, il y a des effets de mode des fois de création d'entreprise, parce que 2-3 personnes ont créé, ça marche, bah, tout le monde crée, tout le monde crée, tout le monde crée. Mais sauf qu'ils font exactement la même chose. Mais quand vous faites la même chose, eux se sont déjà établis, ils ont déjà des clients. Vous venez faire la même chose, vous pouvez avoir des clients, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que vous aurez du mal à aller très vite parce qu'il y a déjà des gens qui font la même chose et vous faites exactement la même chose. Donc, il faudrait pouvoir avoir quelque chose qui vous distingue des autres, qui sera votre valeur ajoutée. J'ai envie de dire que aujourd'hui, les startups ne sont pas aussi organisées que les entreprises qu'on connaît à travers la CGC, qui est l'ex-patronat. Si les startups étaient aussi organisées, est-ce que ça n'éviterait pas ce genre de préoccupations? Mais les sociétés qui sont à la CGCI, au patronat, ben, elles ont commencé par être des startups. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on revienne toujours à cette idée de il y a quelque chose qui nous bloque. Mais il n'y a rien qui bloque. Il n'y a absolument rien. Ce que je veux dire, c'est que il est important de comprendre, et c'est ce que je dis. Et ça, j'espère que quand on partira d'ici, on va retenir ça. Quand tu as décidé d'être entrepreneur, ça ne peut pas être la responsabilité des autres. Ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, quand tu arrives à un obstacle, tu as deux choix. Soit tu t'arrêtes et tu accuses le monde entier, et puis ton business meurt, ou alors tu te dis comment je contourne cet obstacle pour pouvoir justement avancer. Parce qu'il y a plusieurs obstacles. Donc, si au premier obstacle, tu t'arrêtes et tu dis c'est la faute des autres, bah, tu vas nulle part. Mais c'est réfléchir et dire comment je contourne cet obstacle, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à un niveau où j'ai établi une autorité, on me connaît, je fais des choses intéressantes, les gens ont testé, ça fonctionne, je commence à avoir des marchés, tout ça. Mais il faut qu'on soit dans cet esprit. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, comme je dis, il faut qu'on arrête, ce n'est pas un effet de mode, c'est une vocation. Je sors de l'école, je n'ai pas envie d'aller chercher du boulot, ça ne m'intéresse pas. Je veux créer mon emploi moi-même et créer d'autres emplois pour d'autres gens. Et c'est en ça que je dis que quand vous décidez d'entreprendre, vous êtes un gagnant, vous êtes un vainqueur, parce que vous avez décidé de créer votre emploi, mais de créer des emplois pour d'autres gens. Parce que vous savez, pour moi, ma vie n'a de signification que si elle influence positivement les autres. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, si vous décidez d'entreprendre, vous avez décidé d'influencer positivement la vie des autres en créant des emplois, en donnant l'opportunité aux gens de développer une carrière. Mais si dès le premier obstacle, vous pensez que c'est la faute des autres, ben, ça va être compliqué. Merci, M. Zézé. Alors, nous allons demander à M. Oui, venez. Voilà. Vous vous présentez, vous posez votre question. Je suis Jean-Michel Nguessan, de la société Multilog, directeur logistique. J'ai tellement vu l'orateur à la télévision, à des colloques. C'est la première fois que je le vois en face. Félicitations pour ce que vous faites. Merci, merci. Ma question est relative à votre activité principale, Bloomfield. La notation financière. Exactement. Oui. Je voudrais savoir quelle est l'utilité de se faire noter. Moi, par exemple, j'ai mon entreprise, nous avons la vision d'être le leader, voilà, sur le marché
de la logistique et du BTP. Donc, en quoi une notation peut influencer ma notoriété? Voilà, je vous dis déjà, je vous donne la définition de la notation financière. Dans la notation financière, c'est établir la qualité de crédit d'une entreprise. Et la qualité de crédit d'une entreprise, c'est sa capacité et sa volonté à rembourser, à faire face à ses engagements financiers. C'est-à-dire que ce qu'on va évaluer, on va évaluer votre capacité à emprunter. Si vous voulez emprunter, est-ce que vous avez une capacité d'absorption? Ok, quand ça c'est établi, est-ce que vous avez la capacité de rembourser? La capacité de rembourser va être dans votre capacité à gérer les fonds que vous prenez de sorte à faire des bénéfices pour pouvoir non seulement rembourser, mais développer votre business. Donc, quand on note une entreprise, sa note et son rapport, on lui donne une note à court terme. La note à court terme va déterminer votre capacité, votre trésorerie, la solidité de votre trésorerie à moins de 12 mois, donc à court terme. Et la note à long terme va établir vos fondamentaux, votre capacité à aller plus loin, votre capacité à vous développer et à générer du cash flow plus tard, à travers des investissements par exemple. Donc, quand on vous note, les deux notes qu'on vous donne avec des perspectives, dans la perspective, c'est la tendance de la note, elle peut être positive, elle peut être négative, elle peut être stable. C'est sanctionné par un rapport détaillé. Donc la banque, quand elle lit le rapport, elle sait si vous êtes crédible ou pas. Et le rapport va dire, même si vous êtes fragile aujourd'hui, quel est votre potentiel? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être fragile, mais vous avez un énorme potentiel. Et la banque va dire, mais moi, je mise sur celui-là, parce que je regarde tous les différents paramètres qualitatifs et quantitatifs qui ont été analysés. On me dit, aujourd'hui, ils sont dans une période difficile parce que le domaine dans lequel ils sont est en ralentissement, mais on sait que dans 2-3 ans, ça va reprendre. Ils ont un management de gens sérieux, expérimentés. Moi, je leur prête aujourd'hui, en prenant en considération qu'ils sont faibles, donc je prête cher. Et quand ça commence à marcher pour eux, ils me remboursent. Donc, ça permet à la banque d'avoir une visibilité sur vous. Ça permet à l'investisseur qui veut rentrer dans votre capital d'avoir une visibilité. Et encore dans le cas du marketing, par exemple, vous faites de la logistique, il y a beaucoup de gens qui font la logistique. Mais la notation financière va aussi établir votre capacité à savoir faire de la logistique. Donc, les clients que vous allez démarcher, vous allez dire, lisez mon rapport, vous allez voir que j'ai été évalué par une agence de notation financière qui dit, je sais faire mon travail, je le fais bien. Donc, si vous voulez, quand vous rentrez dans une compétition, l'entité qui est notée a un avantage significatif vis-à-vis de celle qui n'est pas notée. Et c'est le même discours, vous savez, pendant plusieurs années, on expliquait aux assureurs. Les assureurs disaient, le taux de pénétration d'assurance n'est pas élevé parce que les gens en Afrique ne comprennent pas l'utilité de l'assurance. Mais l'assurance, c'est un processus très simple. Si vous dites, l'assureur dit, tu payes une prime et en cas de sinistre, je viens à ton secours. C'est un processus très simple. Tu payes, je te protège. Enfin, tout le monde comprend ça. Même la femme au marché, elle comprend ça. Mais ce qui n'est pas évident, c'est est-ce que tu vas vraiment me protéger quand il y aura les sinistres? Donc c'est une question de confiance. Ce n'est pas une question de volonté de le faire, c'est une question de confiance. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en toi? Donc on leur a dit la notation financière va leur permettre justement d'établir leur capacité à faire face à leurs sinistres. Et ça permettra aux adhérents d'y accéder. Si une agence de notation dit que vous êtes capable de faire face à vos sinistres, vous avez fait face à vos sinistres auparavant, évidemment, les gens auront beaucoup plus confiance. Vous avez beaucoup de compagnies internationales qui viennent investir en Afrique et qui disent, quand elles veulent prendre une assurance, elles disent qu'elles ne prennent pas une assurance qui n'est pas notée. Elles ne prennent pas une banque qui n'est pas notée. Parce que la notation va leur permettre de savoir la capacité de la banque à gérer les fonds qu'elle a, le risque qu'ils prennent de déposer leur argent dans cette banque, le risque qu'ils prennent de prendre une telle assurance, payer des primes, est-ce qu'elle sera capable de les protéger? C'est ça. Donc en réalité, c'est ça. La notation financière va montrer si vous êtes crédible ou pas. Si vous savez faire ce que vous dites, vous savez faire ou pas. Voilà. Merci. Une deuxième question. Je vais revenir sur l'anecdote du port autonome de San Pedro. D'accord. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui a milité en la faveur du port autonome de San Pedro. Qu'est-ce qui était dans le rapport qui était spécifique, qui était déterminant? Le potentiel du port de San Pedro, ok, et l'utilité de l'extension
de ce port et les futurs revenus que pourrait générer l'extension de ce port. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était le management team. C'est-à-dire une équipe dirigeante très efficace, très compétente, donc qui pourrait porter ce projet-là jusqu'à maturité. Ok? Et il y a également, on était dans une situation de crise, mais ce qu'on a démontré aussi, c'est le potentiel économique de ce pays. Les crises, elles sont temporaires, mais le potentiel d'un pays reste intact. Maintenant, évidemment, la capacité de ce pays à pouvoir justement capitaliser sur son potentiel pour le transformer en opportunité. Et donc, nous, on était dans une logique de long terme, donc dans une logique de beaucoup plus loin, au-delà de cette crise-là. Donc, c'est tout, et c'est tous ces éléments-là qui ont permis à la BAD de mettre à disposition les 900 millions. Mais 900 millions, c'était pour une étude de faisabilité. Ok, ben, le projet de faisabilité était assez solide également. Donc, évidemment, donner, parce que ce n'est pas un prêt, c'est un don. Donner 900 millions pour réaliser ce projet-là était une chose très facile à faire. C'est juste que la BAD n'avait pas de visibilité. Vous savez, vous pouvez dire que vous êtes beau, hein? Enfin, tout le monde dit qu'il est beau, mais si c'est quelqu'un d'autre qui dit que vous êtes beau, c'est beaucoup plus solide que si c'est vous-même qui le dites. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Zézé. Je pense qu'on se verra après. Pour absolument, absolument. Merci. Merci à vous. On va prendre 2 dernières questions. D'accord. Bon, on va laisser la femme. Madame, venez. Voilà. Bonsoir Monsieur Zézé. Bonsoir. Merci d'être venu, vous nous édifiez énormément ce soir. Je suis mademoiselle Diane de la structure Happy One. Nous sommes spécialistes nous sommes spécialisés dans le trading en fait. Moi, ma question elle est toute simple. J'ai entendu tout à l'heure, vous aviez dit que pour être un bon entrepreneur, il faut avoir de la persévérance. La question qui me vient c'est, est-ce qu'en tant qu'être humain d'abord et entrepreneur après, j'ai de l'estime pour moi-même? Parce que je me dis que pour avoir de la rage de vouloir réussir ma vie professionnelle et ma vie tout court, il faudrait que je puisse savoir qui je suis, mes capacités, face aux échecs et aux réussites. Face à un échec, comment je me comporte? Je baisse les bras, je me dis non, je me lève. Mais est-ce que quand je me lève avec de l'assurance ou bien je me lève avec des doutes? Parce que je me dis qu'il faut savoir qui on est. L'estime de soi, quelle est sa place chez l'entrepreneur, pour ne pas dire l'être humain? Écoutez, c'est une très bonne remarque et préoccupation. Vous avez dit, je vous ai dit que le plus difficile dans l'entrepreneuriat, c'est de décider. Mais avant de décider, vous vous êtes déjà posé toutes ces questions-là avant de décider d'entreprendre. Sinon, vous ne décidez pas d'entreprendre. Même directement. Parce que quand vous entreprenez, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes employé, donc vous devez laisser votre emploi et entreprendre, ou vous avez quitté un emploi, pas nécessairement pour entreprendre, vous êtes en 2 emplois, vous décidez d'entreprendre, ça veut dire que vous avez utilisé votre épargne. Quand vous sortez de l'école et que vous décidez d'entreprendre, vous dites je veux entreprendre sans expérience, sans rien. Donc c'est un choix délibéré. Dans ce choix délibéré, vous ne le faites pas sans réflexion. Donc forcément, vous faites une réflexion. Quand vous décidez, vous avez déjà répondu à toutes ces questions, je suis capable de le faire. Vous avez répondu à toutes ces questions. Maintenant, après, vous allez tester votre capacité de le faire. Et justement, c'est là que vous allez réaliser à la première difficulté si vous êtes capable d'y aller ou pas. Mais quand vous avez la première difficulté et que je dis, vous choisissez la facilité en accusant les autres, évidemment, vous n'allez pas plus loin que ça. Mais si vous arrivez et vous dites, de toute façon, je n'ai pas le choix, je suis dos au mur, j'ai décidé de le faire, je continue. Et donc, ça vous donne la seconde option qui est la bonne, c'est, OK, comment je contourne cet obstacle? Parce que de toute façon, il y en a qui sont arrivés. Ils ont certainement eu des obstacles,
C'est en ça que soit vous êtes suffisamment malin, vous dites, je vais commencer à parler à ceux qui ont réussi pour voir comment ils ont fait. Ce ne sera peut-être pas la même expérience, mais ils vous parleront de comment ils ont réfléchi devant un obstacle. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai parlé tout à l'heure de quand je démarrais, des difficultés pour faire accepter la notation financière. J'aurais pu dire, j'ai un ami qui m'a dit, Stan, tu crois que tu es plus intelligent que nous? Ça fait longtemps que nous sommes là, on a pensé à ça, mais personne n'a monté parce que la probabilité que ça marche en Afrique francophone, elle est nulle pour les prochains 18 ans. Il m'a dit 18 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Et moi, je lui ai répondu, mais ce n'est pas parce que toi tu as échoué que moi je vais échouer. Ouais. C'est-à-dire que c'est simple. Et moi, je me suis dit, là, tout le monde me dit qu'il y a un obstacle. Et je regarde, oui, effectivement, il y a un obstacle. Mais comment je le contourne? Les gens sont complexés, ils se disent c'est trop sophistiqué, ça ne peut pas marcher. Et je me suis assis, j'ai réfléchi, et c'est là que j'ai eu l'idée de Business 24. J'aurais pu m'asseoir et puis dire, ouais, mais bon, les Africains, c'est des cons, ils ne comprennent rien, moi je laisse tomber, je vais faire autre chose, ou je retourne aux États-Unis. J'aurais pu dire ça. Ça, c'est la solution de facilité. Je me dis non, ils sont complexés, mais comment je fais pour que finalement, ils acceptent qu'un Africain francophone soit capable de monter une agence de notation financière? Donc je vais jouer sur leur complexe. Donc peut-être que si c'est des Occidentaux qui disent que je sais le faire, ils vont suivre. Et c'est ce que j'ai fait et ils ont suivi. Ben voilà, j'ai utilisé juste, si vous voulez, exactement. Et je pouvais rester là en train de me plaindre, mais ce n'est pas une solution de se plaindre ou d'accuser les autres. Parce que je dis, c'est ça la solution de facilité. Ah ouais, mais c'est la faute des autres. Ah ouais, mais c'est la faute. Ouais, ça, c'est la facilité. Mais s'asseoir pour dire, c'est que j'ai pas su expliquer. C'est que j'ai pas encore ce qu'il faut. Il n'y a pas encore le déclic. Comment je fais? Voilà. Et c'est ça le truc, en fait. C'est-à-dire que une fois que vous décidez d'entreprendre, vous avez déjà posé toutes ces questions. Mais là, après, vous allez tester cette capacité-là, challenge par challenge. Et d'ailleurs, ça va renforcer votre estime. Parce que moi, je suis assez particulier. Plus tu me challenges, plus je veux te montrer que je suis capable de le faire. Donc, je me rappelle quand j'ai commencé, j'ai appelé 2 de mes amis dans mon petit bureau de Cocody où on pilait le foutou en bas. C'était un immeuble où les gens pilaient le foutou en bas. Et donc j'appelle les 2 amis, de très bons amis d'ailleurs, des amis d'enfance, et qui étaient tous les 2 DG de grosses boîtes. Et donc je lui ai dit, écoutez, vous savez, ce projet, je vous dis, il va cartonner. Il prendra du temps. Mais ce que je veux votre notoriété dans cette société. Donc je veux que vous rentrez dans le conseil d'administration, dans l'actionnariat. Et je vous demande juste 10 millions chacun, mais symbolique. Parce qu'en réalité, vos 10 millions, je n'en ai pas besoin. Mais je ne pourrais pas vous donner des actions gratuites. Je vous donne chacun 10%. Vous rentrez. Les 2 se sont regardés. Si comme ils avaient répété avant de venir, ils disent non mais Stan, t'es un rigolo toi. Qui est-ce qu'on va mettre 20 millions dans ce qu'on sait qui ne va jamais marcher? J'ai dit ok. Ils disent non, tu sais Stan, on a grandi ensemble, on est cool, hein, on reste amis, pas de problème, quand tu passes à Paris, tu passes me voir, etc. J'ai dit il n'y a pas de problème. Donc je ne suis pas rentré chez moi à dire ah ouais mais c'est de leur faute si je ne réussis pas. Non. Exact. Je me suis dit, je veux montrer à ces 2-là qui se sont plantés, et je vais les faire regretter. Et ça n'a pas raté. 7 ans après, j'étais à Paris, ils ont su que j'étais là, ils m'ont appelé, on allait prendre un café, ils me disent « Ah Stan, tu es devenu arrogant ». Je dis « Mais pourquoi ?»« Non, on ne te voit plus, on t'appelle, tu décroches plus. » J'ai dit « Mais j'ai pas le temps, je travaille sur mon projet qui ne va pas réussir. » En plus, ouais, c'est ça, bien dit. Ils me disent « Ah si, on sait que ça réussit, bon maintenant tu te la pètes et tout ça. » Bon, écoute, d'accord, nous, on te félicite, hein, on a eu tort, mais on veut rentrer dans le capital maintenant. Oula, ce n'est plus dit. Non, mais écoutez ça, les 2 étaient prêts à rentrer dans le capital pour les mêmes 10%, ils étaient prêts à donner chacun 350 millions. J'ai dit, vous savez, vraiment, ça me va droit au cœur, mais je n'ai pas besoin de vos 700 millions. Voilà. Mais par contre, on reste cool, hein. Voilà, j'ai dit, on reste amis, on est des amis d'enfance, on continue à boire des cafés. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Non, je pense que si vous avez 350 millions chacun, à mon avis, il faut monter vos propres entreprises. Quoi. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est ça. Plus on vous challenge, plus
Vous pensez que vous pouvez aller au-delà de ce challenge-là et vous allez réussir. On ne peut pas échouer quand on a une volonté ferme de réussir. On peut avoir des difficultés, on peut avoir des challenges. Mais plus on a des challenges, plus on réfléchit à des solutions pour contourner justement ces challenges-là. Mais si on choisit la facilité, c'est la faute de la banque, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de Mago. Enfin, bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Alors, on va prendre 2 dernières questions. Hein. Vous et vous. Venez. Vous vous présentez. Merci Eric. Bonsoir Monsieur Zézé. Je suis Tima Koné, je travaille dans la pub. Alors, j'ai souvent entendu dire, et même lu dans certains grands magazines, que plus une entreprise se focalise sur quelque chose, se concentre sur quelque chose qui va au-delà de l'argent, et plus elle se fait de l'argent. Je voudrais avoir votre avis sur cette citation. Et si vous êtes d'accord avec cette citation, quel a été, il y a 10 ans ou 15 ans, chez Bloomfield, ce truc-là qui va au-delà de l'argent, qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui? L'autre question que je voudrais poser, c'est est-ce que lorsque vous étiez en train de lancer votre business à l'époque, est-ce que vous aviez eu un mentor, sinon un conseiller, quelqu'un qui était là à chaque fois, qui ne vous a pas forcément donné de l'argent ou autre chose, mais quelqu'un qui était là, avec qui vous avez eu besoin de changer à chaque fois que vous aviez des difficultés dans ce que vous entreprenez? Merci. Merci pour les 2 questions. La première, je veux dire, il y a quelque chose que j'estime être un atout extraordinaire et qui a fait que j'arrive à avancer, c'est que pour moi, l'argent, c'était moyen. Ce n'est pas une fin. Je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. Donc, dès l'instant où l'argent n'est pas une fin et c'est un moyen, vous ne pouvez pas être concentré sur l'argent. Ça, c'est la première chose. Et donc, cette citation, en réalité, comment moi je la comprends, c'est que quand vous montez un business, si vous dites que vous montez un business pour gagner de l'argent, si c'est ça le premier objectif, vous n'allez pas y arriver. C'est-à-dire que, comme je dis, votre business, vous le créez pour répondre à un besoin. Donc, vous avez comme, si vous voulez, un sentiment de vouloir, si vous voulez, créer quelque chose, apporter quelque chose à l'humanité, apporter quelque chose à votre environnement, être une solution pour votre environnement. Maintenant, dans le processus, évidemment, vous allez certainement gagner l'argent. Ben, c'est une très bonne chose parce que tout le monde on en a besoin. Nous, quand on a commencé, le plus important pour nous, c'était déjà justement d'établir, de transformer le marché des capitaux en Afrique, première chose. Et ce qu'on visait au départ, c'était pas l'argent, c'était établir une notoriété. Et je vous dis, l'argent court plus vite. Si vous courez après l'argent, l'argent court plus vite. Ce après quoi vous devez courir quand vous établissez, vous créez une entreprise, c'est d'établir votre marque, ce qu'on appelle le brand, votre corporate branding. Une fois que vous avez établi votre corporate branding, c'est l'argent qui va courir après vous. Et ça, c'est important de comprendre parce que les gens vont commencer à s'intéresser à ce que vous faites quand ce sera établi que vous êtes spécialiste dans ce que vous dites que vous savez faire. Mais pour ça, justement, c'est en ça que la communication, que le marketing, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs ont une chance extraordinaire, c'est la gratuité de la communication sur les réseaux. Tout le monde est sur les réseaux. Donc évidemment, si vous savez utiliser les réseaux, vous pouvez dépenser 0 francs sur votre connexion et puis établir votre marque de façon significative. Donc voilà comment moi j'entends ça et je pense que c'est vraiment c'est la vérité et il ne faut pas se concentrer sur l'argent parce que c'est pourquoi quand vous montez un business, vous devez comprendre que si vous avez laissé un emploi pour montrer un business, sachez que votre vie va changer. Vous allez devoir baisser en standing de vie, vous allez devoir faire des sacrifices, vous allez devoir vous comporter comme un étudiant. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ce qui vous concerne, c'est la réussite.
Donc, vous n'êtes pas prêt à tout faire pour réussir, mais vous êtes prêt à faire ce que vous êtes capable de faire pour réussir. OK? Voilà. Et la deuxième question, c'était, je sais pas, je me rappelle. La deuxième question, c'était quelle a été cette autre chose-là chez Bloomfield? Ah ouais, non, c'est ce que, je pense que j'ai répondu aux deux choses. Hein. Et Parce que, ouais. enfin, la dernière question, c'était votre mentor. Qui a été votre mentor? Écoutez, est-ce que vous en avez eu? Bon, Hein? moi comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis assez particulier quand même. Hein. C'est-à-dire que quand on me pose la question de c'est qui mon... quelle est la personne qui me motive, quel est mon mentor? Non, moi c'est moi-même, quoi. Sans arrogance, hein, c'est moi-même. Parce que je pense que chaque personne a sa propre histoire. Donc je dis, l'histoire de l'autre, il va vous la raconter, mais ça ne peut pas être la vôtre. Vous ne pouvez pas faire comme il a fait et penser réussir. Vous pouvez faire exactement la même chose et échouer. Donc je ne veux pas que quelqu'un soit responsable de mon échec. Je n'accuse jamais personne. Donc je fais tout moi-même. Moi, mon seul mentor, comme ma mère m'a toujours dit, ton meilleur conseiller, c'est ton expérience. Quand je choue, quand je fais quelque chose qui ne fonctionne pas, je sais qu'il ne faut plus refaire ça de cette façon-là, tout simplement. Et je crois que ça m'a permis de développer un certain nombre de qualités, dans ce sens où je ne compte pas vraiment sur les gens pour me guider et tout ça. J'essaie de faire des choses moi-même selon mon expérience, selon mon vécu, selon ma façon de voir les choses et de concevoir les choses. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, je ne prends pas d'architecte pour construire, parce que l'architecte, à la fin de la journée, il pense que c'est son projet. Il va vous dire, non, j'ai décidé que cette pièce, elle est trop grande, c'est pas nécessaire. Mais c'est pas ton projet. Enfin, c'est le mien. Donc, moi, je veux décider comment je veux que la chambre soit. Et pour éviter de rentrer dans les conflits, je n'ai pas besoin d'architecte. L'architecte, c'est lui qui va designer. Moi, je sais ce que je veux. Je veux dessiner. Je veux dire à un ingénieur de me mettre ça en plan. Et on fait le plan béton. Et puis, sur le terrain, je lui dis, par exemple, finalement, je ne veux pas 3 mètres de haut, je veux 5 mètres de haut. Est-ce qu'on peut refaire le calcul béton pour que ça, ce soit techniquement possible? Voilà. Je sais d'être moi-même mon guide. Je ne dis pas que tout le monde peut le faire, mais moi, personnellement, je sais de faire les choses moi-même, d'apprendre de mon expérience, et je pense que ça m'a porté chance. Hein. Donc, mais par contre, je suis toujours prêt à expliquer aux gens comment je fais les choses, et je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas obligés de faire comment je fais. Je vous dis comment moi je fais pour résoudre tel problème. Voilà ma conception de l'entrepreneuriat. Voilà ce que moi je pense de ça. Et maintenant vous en faites ce que vous voulez. Quoi. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Tima. Alors, la dernière question. Bonsoir, M. Eric. Merci déjà. Bonsoir, M. Zézé. Bonsoir. Merci pour ce partage. Et moi, personnellement, je suis épaté. Mais si j'ai décidé à prendre la parole aujourd'hui, c'est tout simplement déjà pour dire que depuis votre exposé, pour moi, personnellement, ça va, c'est un modèle, ok. Mais mon objectif derrière, c'est que votre échange, c'est-à-dire la rencontre d'aujourd'hui, pour les internautes que nous avons, surtout, puisque aujourd'hui notre population ivoirienne, disons, puisqu'on parle d'Afrique en griffe, est composée de toutes sortes d'individus. Donc il y a les lettrés et les illettrés. Et chacun aujourd'hui aspire à être un modèle, à apporter un plus là où il est et même à entreprendre. Mais à suivre aujourd'hui votre parcours personnellement, vous êtes quelqu'un qui est passé dans de grosses boîtes. Vous avez même la chance d'étudier à l'étranger. Et donc ça crée aussi un canal propice pour apprendre et venir mettre ça en expérience en Afrique. Mais par contre, pour quelqu'un d'une classe sociale qui est très, très pauvre, disons même qu'il n'a pas eu toute cette chance d'arriver peut-être à ce niveau, mais à son humble niveau, qui veut faire quelque chose, qui veut entreprendre, quels sont les conseils aujourd'hui que vous pouvez lui donner, puisque vous connaissez déjà le marché ivoirien, vous connaissez la Côte d'Ivoire et vous connaissez l'Afrique? Quels conseils vous pouvez lui donner pour qu'il mène à bien son projet, pour qu'il aussi, c'est-à-dire il soit quand même, il se prenne en confiance pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet?
Donc voilà un peu mon Ok. intervention. Vous savez, je veux vous dire une chose. Il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis ou en France pour réussir un projet. Hein. Vous pouvez être né à Bobo, ok, derrière Rail, aller à l'école publique jusqu'à l'université, sortir brillant, monter un projet. Ça n'a aucune influence particulière sur monter un projet et réussir. Aucune. Parce que je veux dire, moi je connais beaucoup de gens avec qui je suis allé à l'école en France, aux États-Unis. Si je vous dis ce qu'ils font aujourd'hui, vous allez vous attraper la tête. Ils ont étudié dans les meilleures écoles, ils ont eu les meilleures conditions parce qu'ils avaient des parents qui étaient très riches. Mais aujourd'hui, ils font absolument rien de leur vie. Ils ont complètement échoué. Donc ça ne veut absolument rien dire. Il y a des gens qui ont réussi en Côte d'Ivoire ici, qui ont fait l'école ici, qui ne sont jamais partis nulle part, qui n'ont pas fait l'école à l'étranger. Fabrice Savognan de Vaudou, il a fait ses études ici. C'est pas un enfant de riche, ben il a réussi. Pour vous dire que ça n'a pas d'importance. Hein. Il y a beaucoup d'autres gens. J'ai cité Fabrice, mais il y a beaucoup d'autres gens. Donc ça ne veut absolument rien dire. C'est la volonté de réussir qui est plus forte. Cette volonté est plus forte que travailler à la Banque mondiale, que fait l'école en France ou aux États-Unis. Elle est beaucoup plus forte que ça. C'est l'envie de réussir. C'est-à-dire que dites-vous que moi, je ne suis pas venu dans ce monde pour échouer. Moi, je dois réussir. Donnez-vous des challenges. Dites-vous, vous savez, une fois j'ai assisté à une scène qui m'a profondément ému. J'étais en train de conduire, j'avais les vitres baissées et j'étais en train de fumer un cigare. Et je m'arrête au feu, et il y a un maçon qui était arrêté en tapette avec du ciment sur lui et qui était en train de manger une banane. Blicitébile, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, non? Et il me regarde et il sourit. Donc j'ai vu dans son sourire, moi aussi un jour je serai comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est le gars, il est là, il s'est dit, bon là je suis en tapette, je mange mon blicitébile, mais un jour je serai comme toi. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire que si vous donnez vous-même des limites, ben, vous n'allez pas y arriver. Sky is the limit. Donc le ciel est la limite. Moi je dis, le ciel c'est le commencement. Vous savez, mon ami Daouda Koulibaly, le DG de la CIB, à Tijariwa Faba. Daouda est né vers Ferkessédougou dans un village. Daouda, quand il était à l'école primaire, il vendait de l'eau. Vous savez, c'est les petits qui vendent de l'eau au marché. Quelle est la probabilité que ce petit-là, de Ferkessédougou, dans un petit village, qui a l'école primaire, dans une école où il n'y a peut-être pas de toit des fois vrai, qui vend de l'eau, quelle est la probabilité que ce petit-là se retrouve à HEC Paris et qui vient être DG d'une des plus grosses banques de la Côte d'Ivoire? Quelle est la probabilité? Au départ, elle est nulle. Mais si se disait, je suis un enfant de pauvre, je viens du village, moi, je m'arrête au CM2, après je vais dans le champ. Ben, c'est comme ça qu'il allait terminer. Donc, ne vous donnez aucune limite. Aucune limite. C'est-à-dire que utilisez ce que vous pensez qui est un handicap et le transformer en opportunité. Tout le monde, et je reviens là-dessus sur le côté spirituel, hein, tout le monde a quelque chose que Dieu lui a donné. Mais pourquoi Dieu ferait que telle personne naît dans une famille de riches et telle autre dans une famille de très pauvres? Pourquoi? C'est pas son enfant aussi? Nous sommes tous ces enfants de Dieu. Pourquoi il vous met dans une famille de pauvres et l'autre dans une famille de riches? Mais dites-vous qu'il vous a peut-être donné quelque chose que vous n'avez pas encore découvert. Et c'est ça, c'est commencer à chercher, mais qu'est-ce que moi j'ai? Parce qu'on est tous pareils, mais lui il est riche. Moi je dois certainement avoir quelque chose d'autre que lui n'a pas. Et c'est quand vous commencez à penser comme ça que vous commencez à vous découvrir les talents qui sont certainement cachés. Parce qu'il n'y a pas de raison que lui, il soit bien né et vous pas. Et vous savez, à Sokosé, il y a un monsieur, je ne sais pas si vous connaissez, qui n'a pas de bras. Voilà. Qui n'a pas de bras, qui a les pieds, mais qui ne marche même pas, qui se traîne. Mais il peint avec ses orteils. Il aurait pu s'arrêter sur la route et puis mendier, hein, mais il peint ses orteils. Donc, enfin, je veux dire, vous voyez un type comme ça, quelle est la probabilité qu'il soit peintre? Donc j'ai dit, le gars, il s'est dit, j'ai pas de bras, mais peut-être que mes pieds vont servir certainement à quelque chose. Je dois avoir quelque chose. Et bien, il a découvert ce qu'il a,
un talent de peine et il arrive à peindre avec les orteils. Vous pouvez écrire à vos orteils, non? Voilà, lui il a ça, vous n'avez pas ça. Donc vous voyez, ne vous limitez pas. Quand vous vous limitez, bah c'est tant pis. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être à la Banque mondiale, il n'y a pas besoin d'aller à University of Michigan pour réussir. Non, pas du tout. Il faut chercher cette capacité-là au plus profond de vous et dire qu'est-ce que j'ai moi? Parce que quand vous montez une entreprise, vous faites l'état des lieux de vos capacités à réussir votre projet. J'ai quoi? J'ai pas d'argent, ok, mais j'ai quoi d'autre? J'ai quoi? Qu'est-ce qui me permettrait de réussir? J'ai pas d'argent, ok, je suis pauvre, mais j'ai quoi? J'ai forcément quelque chose. Et vous trouverez. Merci encore à vous. Merci, Eric. Merci. Voilà. On va déjà terminer, mais nous allons demander à la directrice de Grézen de venir. Monsieur Stanislas, bon, je crois que c'est la deuxième fois que vous venez ici. Voilà, donc le centre d'affaires Grézen est un centre d'affaires qui dispose de toutes les commodités qui permettent aux startups de pouvoir travailler. Voilà, donc nous avons Madame Taureau, directrice de Grézen, qui va nous expliquer un peu ce que Grézen fait. Merci beaucoup. Bon, j'ai plus de mots, hein, après vous avez écouté. Je ne sais plus quoi dire, je t'entends dire ça tout à l'heure à mon collaborateur. Alors, le centre d'affaires Grézen est vraiment ravi de vous recevoir ce soir. Et M. Stan Zézé le premier. Alors, Grézen, je vais dire tout simplement, veut être une solution pour vous qui êtes présents ce soir, donc entrepreneurs, start-upers, PME. Une solution parce que nous essayons de porter, en tout cas par rapport à vos besoins, c'est-à-dire un entrepreneur aujourd'hui, c'est quoi ses besoins? D'abord, il faut qu'il se crée. Pour se créer aujourd'hui, l'environnement entrepreneurial en Côte d'Ivoire, ce n'est pas très évident. On a besoin d'avoir un local, ce n'est pas toujours évident. Il faut avoir les moyens. Bon, on n'a pas les moyens parce qu'il faut 3 mois de caution, 2 mois d'avance, le loyer est minimum 100 000 ou etc. Et c'est difficile. Donc, c'est des conditions qui peuvent parfois ralentir la volonté, mais créer un découragement. Donc, justement, au regard de toutes ces petites situations compliquées, le centre d'affaires Grézen est né pour apporter des solutions. Donc, on vous aide en mettant à disposition des espaces de travail à très bon prix. On va dire ça simplement comme ça. Donc, vous avez des bureaux équipés, vous avez des bureaux à aménager, des bureaux en espace coworking et le must des solutions de domiciliation d'entreprise à partir de 25 000 francs CFA seulement. Bon, je pensais que vous aurez applaudi. C'est des solutions pour vous. Donc, voilà. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin de millions. Donc, les banques n'accompagnent pas, mais au moins, maman peut donner 25 000 francs, ma cousine peut donner 25 000 francs, et je peux mettre le premier pas en créant mon entreprise à Grézen. Vous voyez un peu. Donc, voilà. N'hésitez pas. Pour toute information complémentaire, cette fois-ci, je n'oublierai pas le numéro. Vous pouvez appeler au 22 50 48 85 ou au 78 44 41 45. Voilà, donc Grézen Group est une solution pour vous en apportant des solutions en termes d'espace de travail. Donc, vous avez également des salles de réunion ou ce type d'espace aussi que nous proposons pour des meet-up, des after-work, des séances de partage entre elles, etc. Voilà. Et tout cela à des prix défiant toute forme de concurrence. En tout cas, je vous mets au défi de trouver ailleurs les prix que nous pratiquons ici. Voilà. Bon, ça, c'était mon adresse à vous. Maintenant, mon adresse à M. Zézé. Vous ne savez peut-être pas, mais vous avez été aussi une motivation pour nous. Vous ne me connaissez peut-être pas ou bien, bon, vous ne vous souvenez pas de moi. Mais je pense que vous connaissez bien... Voilà, donc votre petit frère Olivier, donc au départ de l'initiative de ce projet, je pense que nous avons bénéficié de beaucoup de vos conseils et votre parcours nous motive. Donc vraiment, nous sommes très inspirés et c'est le témoignage que je voulais rendre. Donc Grézen justement est né de ce désir-là d'apporter des solutions après le constat de difficultés, en tout cas au niveau de l'espace, des conditions d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. C'est pas toujours évident, système fiscal un peu opaque et tout ça. Donc vous pouvez également bénéficier de conseils de tout genre, d'assistance comptable à Grézen. Et ce que j'ai oublié de dire, donc les espaces de travail, donc les bureaux, que ce soit en espace partagé ou individuel, sont toutes charges comprises. C'est-à-dire, si vous partez prendre un bail
avec un propriétaire dehors, vous paierez la caution, vous paierez le loyer et ensuite vous paierez les différentes factures d'eau, électricité, le personnel de nettoyage, etc. Donc à Grézen, quand vous versez un loyer, vous avez tout ça compris. Donc on suppose que vous avez besoin de 10 mètres carrés. On vous fait un prix à 100 000. Considérez qu'avec 100 000 francs, vous avez la surface de travail, vous avez la consommation en eau, en électricité, l'accès Internet, le service de femme de ménage, de gardiennage, une place de parking, un espace convivial pour recevoir vos partenaires d'affaires et des salles de réunion à portée de main. Voilà, bon, ça aussi, ça s'applaudit. Prenez l'initiative d'applaudir les bonnes solutions, c'est dans votre intérêt. Voilà, et aussi avec la domiciliation d'entreprises. Donc justement, si vous êtes une entreprise qui est en phase de création, qui ne peut pas aussi s'octroyer un contrat de bail, vous venez à Grézen, juste avec 25 000 francs, vous bénéficiez d'une adresse géographique, d'un contrat donc de domiciliation qui vous donne l'usage d'une adresse géographique avec laquelle vous pourrez faire les démarches au niveau du CPC et puis pouvoir avoir une formule enrichie également. Donc vous avez en plus de ça une adresse postale professionnelle, un numéro de téléphone professionnel avec une secrétaire pour prendre vos appels, pour prendre vos rendez-vous. On peut également récupérer votre courrier postal, l'archiver, etc., etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site www.grezengroup.com, notre page Facebook de la même, du même, comment on dit, Grézen Group, www.grezengroup, voilà, .com, et également appeler les numéros que j'ai cités tout à l'heure, 22 50 48 85. 78 44 41 45. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Toro. Je pense que Monsieur Zézé a un mot à l'endroit des Grézen. Ouais, je voudrais féliciter Madame Toro. Évidemment, elle pensait que je ne me rappelais pas d'elle, mais si, je me rappelle d'elle, donc l'épouse de mon jeune frère Olivier. Je les trouve très courageux, très courageux, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire qui nous relie, mais tout à l'heure on parlait d'environnement. Vous voyez, ils ont créé un espace qui oblige les start-upers à être structurés. Et ça, c'est le début d'un bon commencement. C'est-à-dire que réduire vos problèmes, les problèmes d'adressage, avoir une adresse, avoir un local où travailler, où se concentrer, je trouve que c'est l'essentiel même pour commencer un business. Donc là, créer des solutions pour les start-upers, parce que être structuré, c'est le début si vous voulez, de début de tout en réalité. Donc je voudrais la féliciter Olivier, féliciter tous ceux qui travaillent avec elle. Et je voudrais la remercier de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous. C'est la deuxième fois que je viens ici, ça fait beaucoup de plaisir. Je crois que mon épouse est déjà passée également ici. Donc ça montre bien que nous sommes dans une logique aussi de contribuer au développement de ce type d'environnement qui permettent aux jeunes Ivoiriens d'évoluer de façon structurée. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est tous rentrés dans une logique d'entrepreneuriat, ce qui est une très bonne chose, parce que les pays ne se développent pas par le gouvernement, les pays se développent par le secteur privé. Et le secteur privé, c'est les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui créent de la richesse, c'est les entrepreneurs qui créent de la valeur ajoutée, c'est les entrepreneurs qui créent des emplois. Et donc je crois que créer des environnements comme ça qui aident des jeunes à commencer un business et les aider à croire en ce business et à limiter les difficultés, à limiter les challenges et, comme elle a dit, à ralentir, si vous voulez, le découragement, c'est une très bonne chose. Et je voudrais très sincèrement qu'on les applaudisse vraiment très fort. Okay? Merci beaucoup, Monsieur Zézé. Faut noter aussi que le Meetup Grézen est co-organisé par Grézen et Nobson et Kemaïs Agency, qui est spécialisé dans tout ce qui est marketing digital et développement commercial, dont je suis le directeur associé. Et je voudrais aussi inviter mon collaborateur, le directeur associé aussi de Nobson et Kemaïs Agency. Voilà, Monsieur Kemaïs Goman. Qui va présenter Nobson et Kemaïs Agency.
Merci Eric. Monsieur Stanislas, merci. Bonsoir à l'Assemblée d'être présente. Merci d'avoir honoré de votre présence cet événement. Je pense que Monsieur Noba a déjà pris sur lui de présenter la structure que nous avons. Nous sommes NNK Agency. C'est un groupe avec une filiale spécialisée dans l'événementiel, comme il vient de le dire. Focus sur tout ce qui est marketing digital et tout ce qui est commerce, développement commercial. Et donc, notre entité étant née, on va dire, il y a 1 an de cela, elle a eu pour occasion et elle a eu pour capitalisation d'inviter votre épouse, d'inviter d'autres sommités et de vous compter aujourd'hui au nombre de ces invités. Et nous en sommes réjouis. NNK Agency continue sur cette lancée et entend inviter bien d'autres personnes qui ont capitalisé de l'expérience au niveau international, au niveau national et qui vont s'avérer être des références. Nous vous remercions encore une fois et je remercie une fois de plus l'Assemblée qui était présente. Merci Kimaïs. Voilà, je pense que toutes les personnes présentes ont déposé leur carte de visite. Nous allons demander à M. Stanislas de faire un choix. Et ce choix-là, d'une start-up qu'il va parrainer, qu'il va conseiller, rassurez-vous, ce n'est pas un parrainage financier, mais il faut le préciser, c'est vraiment pour accompagner, conseiller comme il a l'habitude de le faire. Et peut-être que dans 1 an ou 2 ans, on reviendra en parler et faire le bilan de ce qu'il a pu apporter comme soutien. Monsieur Ago, vous avez déposé votre carte. Voilà, d'accord. Monsieur Zézé, voilà. Donc, on répond. Monsieur Zézé, 2 cartes viennent d'arriver. Le micro, s'il vous plaît. C'est pas grave. C'est France Immobilier, Naïma Beda, que je connais d'ailleurs. France Immobilier? Ouais, Naïma, que je connais d'ailleurs. Hein. Ah. Ok. Ouais. Donc, on vous donne la possibilité de faire un autre choix? Ouais, un autre choix, parce que de toute façon. Alors, Multilog. Multilog? Multilog, voilà. ok, d'accord. Bah, écoutez, venez, venez. Ouais. Merci de l'accompagner avec des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il a été choisi par monsieur Stanislas Zézé. Mais par contre, je voulais dire que je suis ouvert à discuter avec tout le monde. Donc, je vous passerai mes cartes, ceux qui ont envie de pouvoir discuter avec nous. Nous sommes généralement très friands à donner parler de notre expérience surtout. Hein. Je préfère dire ça que donner des conseils, parler de notre expérience, orienter un peu les jeunes qui ont du mal, et puis les diriger où il faut les diriger. Et il nous arrive des fois d'ouvrir des portes aussi. Hein. Il nous arrive des fois d'ouvrir des portes parce que je crois qu'un élément très important également, c'est d'avoir l'opportunité. Et ce qu'on dit toujours aux jeunes, c'est que quand on vous ouvre une porte, ne la fermez pas, laissez-la ouverte pour les autres. Donc ça veut dire que capitalisez, soyez sérieux pour que d'autres puissent profiter. On a des start-upers qui auront du mal, par exemple, à rencontrer le DG de la CIB ou le DG de Citibank ou le DG de Orange. On peut créer des opportunités pour eux de les rencontrer soit dans un setting professionnel, c'est-à-dire prendre rendez-vous pour eux, ou dans un setting privé où on va inviter le DG de la CIB à la maison et puis inviter le jeune start-upper à un dîner ou à un cocktail, quoi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Zézé. On va organiser ça, d'accord? Certainement la semaine prochaine. Nous allons voir avec monsieur Zézé concernant son emploi du temps. Et si vous êtes disponible, on aura une séance de travail pour orienter ce futur partenariat. D'accord? Merci beaucoup. Notez. D'accord, c'est très important. Merci beaucoup. C'est comme ça toutes les fins de mois. Là, nous allons nous arrêter là.
Le prochain invité, ça sera M. Didier Akwete, qui est une sommité que nous connaissons tous du monde des RH. Je pense que M. Stanislas aussi le connaît. Et on aura la possibilité de l'avoir ici le 7 septembre. Et après lui, viendra la famille Fouani. Après, ce sera la famille Diagou. Et après, la famille Kadio Morocco. Donc, c'est pour dire que notre plateforme est ouverte à tout le monde pour partager, avoir de l'expérience et impacter positivement dans notre environnement. Merci, M. Stanislas, pour votre disponibilité, votre sympathie aussi. Et merci aussi à Mme Diaye pour sa sympathie, sa disponibilité. C'est vrai qu'elle n'a pas fait beaucoup de difficultés. Ça a été vraiment sympa de sa part. Et vraiment, merci d'être aussi disponible pour les start-upers, pour les jeunes et tout. Nous allons nous retrouver, prendre un petit pot. Et puis, je pense que ça sera l'occasion pour certains d'échanger avec M. Zézé. Il y aura les petites photos de famille. Et puis, nous allons nous séparer. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.